Le buzz, le clic, la mise en scène. Ce week-end sur les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de la vidéo de l'influenceur Thibaut Inchep filmant son immersion avec la BAC à Grigny. Une vidéo qui est proche aujourd'hui du million de vues, mais qui, derrière les images chocs, pose une question importante. Comment raconte-t-on les quartiers populaires en 2026 ? S'agit-il de rendre compte de la réalité ou d'alimenter une caricature qui colle à la peau de Grigny depuis trop longtemps ? Pour en discuter, sortir du prisme déformant des écrans, nous recevons ce soir le maire de la ville. Comment, au quotidien, gère-t-on une commune qui, pour certains, a mauvaise réputation ? Quelle réponse politique opposée à la pauvreté et à l'insécurité loin des caméras ? Philippe Rio, maire PCF de Grigny, est notre invité. C'est parti pour l'entretien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de montrer à nos téléspectateurs, parce que tout le monde ne connaît pas forcément qui est Thibaut Inchep, et je vais vous montrer un extrait de cette fameuse vidéo. Interpellation de dealers. On les a pas vus, ils sont là, ils sont tous là. Opération de lutte anti-drogue. Là, c'est encore de la bœuf. Quand ils partent avec le camion, les trucs. Allez-y, allez-y, ah oui, s'il y a un inter, il part pourquoi du coup là? Il part Une pour bagarre. Ah, bagarre. Bagarre, ouais, une rixe. On va visiter le quartier de Grigny 2, l'un des quartiers les plus pauvres de France. On va faire un placement en garde à vue. On va présenter tout l'armement de la BAC. Calibre 5,56, c'est une arme de guerre. On va faire une perquisition au domicile. Une course-poursuite avec des dealers. Et une fouille des véhicules. Il y a du sub dans la voiture. Mais s'il y a quelque chose, il vaut mieux nous le dire direct. Je passe une journée avec la BAC, c'est parti. Donc oui, Thibaut Inchep, youtubeur à plus de 27 millions d'abonnés. Vous avez vu cette vidéo, j'imagine, c'est 24 heures avec la BAC de Thibaut Inchep, au-delà du buzz que ça a pu faire. Quel était votre sentiment dans la manière dont votre commune est exposée au grand public ? D'abord, un sujet, rien de nouveau, fondamentalement. C'est un sujet qu'on voit dans les médias traditionnels, avec toujours ce regard et ce récit, ce biais médiatique qu'on connaît bien et pour lesquels, moi, modestement, j'essaye de combattre pour montrer un autre visage de la ville. Ce qui est montré est une réalité. Il faut l'affronter. On parle d'un service public, celui de la police nationale, qui intervient pour des trafics. C'est une réalité. Moi, j'ai pas trouvé dans ce... c'était pas exagéré dans ce reportage. Les choses sont vraies, elles sont dites, mais encore une fois, rien de nouveau. Ouais. Et moi, là où je tique toujours, c'est bien, venez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a toujours une autre facette. Et moi, j'ai toujours, dans ma vie politique, depuis que je suis maire, depuis un moment déjà, ouais. Fait en sorte que on doit raconter notre pays a besoin de réconciliation nationale et on a besoin de raconter un autre récit sur les banlieues, sur les quartiers populaires, avec cette jeunesse qui réussit, cette jeunesse qui se bat, cette jeunesse qui a du talent, ce mouvement associatif qui est extraordinaire, avec ces travailleurs et ces travailleuses, parce qu'on est des gens qui travaillent et qui sont fiers et qui élèvent bien leurs enfants, de ces instituts, de ces profs qui font un travail de dingue, de ces agents communaux, animateurs, périscolaires, etc. Et donc ça, notre pays ne montre jamais cette beauté-là, qui fait la richesse de nos quartiers, qui fait aussi la richesse de la France. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai invité Thibaut à venir, effectivement. À venir. Vous avez fait un tweet qui l'invitait à venir justement voir une autre image de Grigny. Il vous a répondu... Chiche. Ouais. Et donc, parce qu'il disait que vous fallait lui envoyer un mail. Ouais, c'est bon. C'est acté. Ça va être fait. On va lui proposer des choses, soit qu'il revienne rencontrer les forces vives et talentueuses, et qu'il vienne raconter une autre phase du récit dont la France a besoin aujourd'hui plus que jamais. Celle qui, encore une fois, est plein de sourires, plein de joie et plein de talent. Est-ce que justement, parfois, ce genre de présentation qu'on peut faire, notamment de votre ville, ça rend votre travail sur le terrain plus difficile avec les habitants ? Les habitants, beaucoup ont été vexés par le reportage qui est passé. Parce qu'on montre encore une fois une ville avec son côté négatif, considérant que toute cette jeunesse est à mettre de ce côté-là de la loi. Or, c'est tout le contraire. Il y a une minorité qui, effectivement, crée du trouble, qui fait souffrir beaucoup de gens. Et puis, il y a une majorité qui ne rêve que de réussir. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup sont sur Parcoursup. Beaucoup travaillent à leur orientation. Aujourd'hui, on fait des semaines de l'alternance parce que l'alternance, c'est un vrai sujet dans nos quartiers populaires. Et l'entreprise qui va voir, ou l'entrepreneur qui va voir cette vidéo.
Qu'est-ce qu'il va faire quand il va prendre un CV? Vous savez, il y a un truc qui s'appelle la discrimination à l'adresse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes de Grigny qui disent « je ne mets pas de Grigny parce qu'on est mal vu ». Mais on est en France au XXIe siècle. On a le droit de dire d'où on habite, d'où on vient. Et au contraire, souvent, nos parcours de vie dans ces quartiers populaires nous ont fait relever plein de défis, franchir plein d'obstacles. Et souvent, on a des qualités que d'autres n'ont pas. Donc, moi, je pense à tous ces gamins qui, aujourd'hui, vont encore cacher leur nom, leur adresse, pour se dire maintenant, je vais habiter dans la ville de l'à côté, chez tonton ou tata. Parce qu'en fait, ils font tous ça. Hein. Oui, bah oui, c'est toujours plus simple. Eh ben non, ça c'est pas juste. Donc il faut qu'il revienne et qu'on lui montre une autre facette de Grigny pour que voilà, demain une boîte, une chef d'entreprise disait ok, lui c'est un gamin de Grigny, il se passe des choses bien à Grigny et on va le recruter parce que il a plein de qualités. Justement, le Grigny de 2026 que peut-être Thibaut Inchep verra quand il viendra. Quels sont les défis qui vous occupent? Vous en avez un peu parlé là, mais tous les jours, quels sont les défis les plus importants? 3 défis majeurs, celui de l'urbain, de la transformation de la ville. Grigny est une anomalie urbanistique créée par l'État de toutes pièces, une espèce de dinguerie. Et donc, on est en train de rétablir ça. Et ça prend du temps parce que si Paris ne s'est pas fait en un jour, Grigny ne va pas se transformer en un jour. Donc, on a ça qu'on lie avec notre stratégie de lutte contre la pauvreté. Parce que 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 2/3 en clair des femmes et des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, on a un sujet majeur de sortir de cette pauvreté. Et donc, nous travaillons sur les questions du logement, sur les questions de l'emploi, sur les questions de l'insertion, de la formation, et puis sur le recours au droit. Donc, on a une expérimentation nationale sur le sujet, dont on est d'ailleurs à la mi-temps. On espère qu'elle va se reproduire pendant 3 ans. Et l'autre sujet extrêmement important, c'est bien évidemment l'école. Une école de la République qui, aujourd'hui, sans pointer du doigt les enseignants, crée des inégalités et reproduit des inégalités scolaires parce qu'on sait que les inégalités sociales et les inégalités scolaires malheureusement mutuellement se nourrissent. Et donc nous, on a un projet éducatif qui fait que si tu as fait l'école à Grigny, tu as le droit de faire plein de choses en fait. Et dès la maternelle, là où nous sommes en responsabilité, même dès la crèche. Et donc nous expérimentons, nous innovons et nous tentons d'avoir des programmes d'expérimentation pédagogique pour faire lever ce niveau scolaire, pour dire si tu es à l'école à Grigny, tu peux réussir. L'école à Grigny, elle est comme ailleurs en France. Vous l'avez dit, vous venez de le dire, la lutte contre la pauvreté, c'est une de vos priorités. Vous avez même été élu meilleur maire du monde il y a quelques années maintenant. Thibaut, il aurait pu venir me voir. Effectivement, à ce moment-là, ça aurait été plus intéressant peut-être, mais là aujourd'hui, certainement, il en parlera de votre titre de meilleur maire du monde. C'est quand même pas rien. Qu'est-ce que vous mettez en place justement concrètement? S'il y a 2-3 pistes que vous pouvez nous donner pour qu'on comprenne un peu ce qu'à Grigny vous mettez en place face à la pauvreté. Bien évidemment, il n'y a pas de baguette magique pour dire. Il y a 2 choses qui me tiennent moi particulièrement à cœur. On expérimente, quasiment unique en France, 3500 petits déjeuners dans les écoles tous les jours. École maternelle et école élémentaire. 3500. Par une mobilisation exceptionnelle des enseignants, par un financement de l'État et par une mobilisation des agents de la ville qui préparent ces petits déjeuners. Donc pour tous les enfants de primaire et de maternelle, c'est ça? Tous les enfants. Tous les enfants. Pas selon que tu sois un peu moins pauvre que l'autre ou un petit peu plus riche ou une classe moyenne populaire ou voilà, tout le monde de manière comme ça. Deuxième élément, une licence par exemple sportive à prix cassé, entre 0 et 75 € la licence sportive, qui fait que ces dernières années, il y a 1000 enfants de plus qui sont inscrits dans les clubs et 40% de filles. Troisième élément qui est au cœur de notre stratégie de pauvreté, je l'ai oublié, c'était la deuxième que je devais vous dire. Mais voilà 2 sujets très concrets qui sont sur des choses, vous voyez, la question de l'école, la question du sport. Et si mon sujet dont j'ai à cœur, c'est celui de la formation. Les gens issus des quartiers populaires sont moins formés que les autres. Et on sait qu'un diplôme, c'est un savoir-être et un savoir-faire qui est reconnu par le monde du travail. Et donc, nous avons créé, il y a une quinzaine d'années maintenant, un centre de formation quasiment unique en France, créé par des collectivités, qui est une machine à former et à recréer des parcours, plus que de formation diplômant et qualifiant, des parcours de dignité. Je vous donne un exemple, une femme qui a eu un diplôme il y a quelques temps, parce que moi j'adore remettre ça, c'est mon moment de kiff, qui me dit, avec ce diplôme, qui dit c'est mon premier diplôme, maintenant je suis libre. Et elle va pouvoir dire à ses enfants que le diplôme, il est important. Et donc, on recrée des parcours de vie de ce type-là. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Donc voilà, j'ai pris des choses un peu petites, mais cumulées sur plein d'autres sujets
C'est ça notre stratégie, la lutte contre le non-recours au droit. Vous savez qu'en France, un des sports, c'est pas la fraude sociale, ce que les élites et les puissants veulent nous dire, c'est au contraire le non-recours au droit. Ça vaut pour le minimum vieillesse, dit aujourd'hui ASPA, ça vaut pour le RSA, ça vaut pour les familles monoparentales qui sont surreprésentées dans nos villes. Et lutter contre le non-recours, c'est permettre à tous ces personnes-là d'avoir recours à leurs droits, ce que notre beau pays a créé, mais qui, par de la complexité, par du numérique, parce qu'on s'isole lorsqu'on est dans la pauvreté, fait qu'on ne fait pas le dernier kilomètre pour avoir recours à ces droits et donc vivre un peu plus dignement et donc vivre avec la tête un peu haute. Dans le reportage de Thibaut Inchep, on a vu, vous l'avez dit au début, il y a des réalités, des tensions qui peuvent exister. Mais quelles sont les racines de ces tensions que certains peut-être veulent pas voir? Parce que quand on entend tout ce que vous mettez en place depuis quelques années, de nombreuses années dans votre ville, on pourrait se dire que ça peut permettre d'éviter ça, mais malgré tout, elles sont quand même présentes. Donc qu'est-ce qui fait qu'elles sont toujours là et qu'on ne voit pas forcément, que vous pouvez nous... Ce que ce reportage montre, c'est toujours le train qui arrive en retard. C'est le syndrome du train qui arrive en retard. Et donc, ces jeunes qui sont gangrénés dans les trafics ne vous montrent pas les 90 autres % qui ont des parcours de vie qui ne sont pas dans le trafic. Et cette jeunesse-là des quartiers populaires, on ne la montre jamais. Celle qui espère, celle qui est en train de réviser le bac aujourd'hui, avec des fois 2 personnes en plus dans la chambre, parce qu'il n'y a pas la place, et on ouvre les bibliothèques. Tout ça, on connaît ça par cœur. Cette jeunesse-là, on ne la montre pas. Celle qui a des rêves, qui a des espoirs, celle qui, comme Ronisia un jour va dans un service jeunesse à Grigny, se met à chanter et se dit tiens, j'ai du talent. Et aujourd'hui, elle fait ce chemin. C'est ce sportif ou cette sportive qui parfois va signer dans un club pro, mais trouve à travers le sport les moyens de s'émanciper et pas être du mauvais côté. Parce qu'il y a toujours un fil quand on est dans un quartier populaire. Et parfois, on met le pied dedans. Parfois, on tombe complètement dedans. Parfois, on met un pied dedans et puis on est rattrapé par cette communauté bienveillante là, d'éducateurs, d'animateurs, de papas, de mamans qui sont là et qui font que on passe notre temps à essayer d'éviter que ça tombe dans du mauvais côté de la force, quoi. Et d'ailleurs, je tiens à le dire là, parce que je connais un peu de loin ceux qui organisent mon festival à Grigny. Faut venir. Je viendrai à la prochaine. Mais je trouve justement, parce que c'est à Grigny que vous êtes là et que j'y pense tout de suite, que c'est quand même une super initiative. Donc, mon festival est un festival de musique organisé par une association, des éducateurs de la ville et qui est gratuite pour tout le monde. Et c'est des stars, parfois internationales, qui viennent jusqu'à Grigny faire leur concert. Donc, ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire sur cette capacité que votre ville a... Vous voyez, par exemple, ça. Une histoire de 15 ans avec Blockout Music et toute la bande là. Donc, la ville accompagne, c'est gratuit. Donner accès gratuitement à la culture aujourd'hui, d'un concert, d'un festival, gratuitement. Aujourd'hui, allez voir combien ça vaut un festival. Bon, la fête de l'UMA est pas très loin et pas très chère. Mais aujourd'hui, on permet à des familles d'avoir accès à ce premier contact magique, d'avoir accès à la culture. Et c'est pareil, pour l'accès à la musique classique, on va encore baisser les tarifs là. D'accord. Donc voilà, mon festival dernier week-end du mois d'août. Mais je ne vais pas vous donner les artistes parce que je ne les connais pas encore. Mais il y aura certainement, comme tous les ans, des très grands artistes français, voire internationaux. L'autre question qui peut être pertinente après avoir vu ce reportage, cette vidéo de Thibaut Inchep, c'est comment penser la sécurité aujourd'hui dans une commune, autrement que par le prisme de la BAC. Et quel est votre projet ces prochaines années sur ce sujet-là? On entend souvent, notamment, la demande d'armement de la police municipale. Votre position sur cette question? Ma position, elle est claire. On ne peut pas parler de répression si on ne parle pas ni justice ni prévention. Certains appellent ça le continuum de sécurité, mais si on délaisse la prévention et qu'on fait que de la répression, et qu'on fait que de la répression sans le volet réparation et justice, ça ne marche pas. Ce modèle-là, on ne l'a pas vraiment essayé en France. Depuis tant d'années, on parle répression, équipement. Et malheureusement, le reportage, en fait, la nature du reportage, c'est sur aussi les trafics. Il y a 10 ans, 15 ans, c'était que les quartiers populaires qui étaient concernés par ça. Et depuis 10 ans, 15 ans, on parle que de fermeté. Il y a eu plein de lois sur les drogues, etc. Et en fait, ce phénomène, il s'est développé, qui touche aujourd'hui la ruralité, ou plus exactement les ruralités, les villes moyennes et les sous-préfectures. Donc, il y a un constat d'échec si on veut se dire concrètement les choses. Ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, on l'entend dans le reportage.
comme un aveu d'impuissance de la part des forces de l'ordre, de dire nous on est là, on sera toujours là, on fera toujours parce que c'est interdit. Et effectivement, ça pourrit la vie des gens. Les gens qui habitent dans les halls, etc., n'en peuvent plus. Il y a un petit sujet de santé publique aussi, au passage. Mais pendant 15 ans, on a utilisé les mêmes méthodes qui ne fonctionnent pas. Et donc, il y a besoin de revoir les choses. La prévention et la répression et la justice doivent être intimement liées, construites sur des politiques publiques fortes et puissantes. Or, aujourd'hui, on a mis le paquet sur la répression. La justice, un peu compliquée, voire très difficile. Et la prévention, en fait, on n'en parle plus. C'est une profession avec de vrais professionnels qui aujourd'hui sont en souffrance, qui aujourd'hui manquent de moyens parce qu'on a fait un tout autre sujet. Franchement, ces 15 dernières années, les forces de police ont été démultipliées entre la police nationale et les polices municipales. Les caméras ont été surdéveloppées dans ce pays. J'en ai dans ma ville et c'est très bien. Ça peut être utile sur un certain nombre de choses, mais force est de constater que ça ne suffit pas. Et donc, il faut revoir un peu, avoir l'honnêteté intellectuelle de se dire... Allez, on va regarder un peu du côté de la prévention et de la justice. Les sorties de prison aussi, ça se travaille bien, ça. Et donc, du coup, l'armement de la police municipale, est-ce qu'il y a des armes autorisées, pas autorisées, ou pas d'armement du tout pour les policiers municipaux? Ah, pour moi, pour les policiers municipaux, ils n'ont pas d'armes létales. C'est un choix pour les différencier de la police nationale. Oui. Donc, ils ont quelques outils, mais ils n'ont pas d'armes létales. Donc là, prochainement, on l'a dit, vous l'avez dit au début, Thibaut Inchep va venir à Grigny. On ne sait pas encore quand, mais bon, c'est en chemin. On va peut-être aller chez lui. Ah, on va lui proposer. D'aller chez lui ou à Toulouse ou... Bah ouais, dans le sud-ouest. Nous aussi, on a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs comme problème. C'est sûr que... Mais sinon, on le fait revenir, ouais. Ouais. On travaille à un programme. D'accord. Pour essayer de oui. montrer une autre réalité de Grigny. L'autre face. L'autre face. Et pour terminer, vous en parlez tout à l'heure, c'est notamment sur la politique du logement. Et il y a eu également un très bon reportage documentaire récemment sur Grigny, sur justement la politique du logement et ces gens qui sont dans des copropriétés depuis tant d'années, mais la copropriété est dans un très mauvais état. Que comptez-vous faire justement pour améliorer le quotidien, notamment de ces Grignois? Grignoises et Grignois. Effectivement, moi j'invite tout le monde à regarder le reportage de Pierre Puchot, qui s'appelle La fabrique de la banlieue, qui est passé sur Public Sénat ou LCP. Je ne me rappelle plus l'un des deux. Qui retrace bien l'histoire très singulière de cette ville et des défis que nous avons à mener. Sur la copropriété, on n'a pas commencé. On a fait condamner 30 marchands de sommeil. Malheureusement, le plus important s'en est sorti par des entourloupes judiciaires et juridiques. Mais on continue à mener la bataille contre les marchands de sommeil qui sont très nombreux, qui font vivre des femmes parfois dans des placards. Donc ça demande à ce que l'appareil policier et les gens de la BAC, là, par exemple, qu'on a vus, qui sont présents. Ce sont des gens qui interviennent aussi quand on fait des interventions, quand il y a des interventions pour des marchands de sommeil. C'est aussi ça, l'autre partie de leur taf. Donc ils le font, la police est très présente. La justice doit être présente aussi pour traiter les dossiers avec rapidité. Encore une fois, on a fait condamner 30 marchands de sommeil, mais il y en a encore beaucoup. La justice mériterait d'aller beaucoup plus vite, d'avoir d'autres moyens. Quand je parlais tout à l'heure de prévention, répression et justice, très concrètement sur la question de l'habitat indigne, on a besoin de prévention et on fait de la prévention et ça marche. On a besoin de répression rapide, puissante et forte. On a fait changer 3-4 fois la loi ces 10 dernières années. Je crois qu'elle mériterait d'être encore améliorée pour pouvoir aller plus vite et protéger des gens qui souffrent d'indignité dans le logement. Il y a des personnes qui portent atteinte à la dignité des gens par leur pratique, parce qu'ils se font du fric. Aujourd'hui, le plus gros marchand de sommeil se faisait plus de 400 000 euros par an de revenus fonciers, et on n'a pas réussi à le choper après 10 ans de procédure. Effectivement. Mais donc, on ne lâche pas l'affaire, on continue, on va réhabiliter, on va démolir, on va continuer la lutte contre l'habitat indigne. Tout ça, on mène tout ça de front. Le truc, c'est que ça prend du temps, quoi. Donc voilà, on a encore un peu de temps devant nous et de boulot. Merci beaucoup Philippe Rio d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire communiste de Grigny, donc dans l'Essonne, et donc on va suivre ça de près en attendant de voir une autre vision de Grigny par Thibaut Inchep. Merci à vous. Chiche.